Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une énième rencontre avec un auteur des éditions aux Forges de Vulcain, avec David Meulemans, donc, qui est l'éditeur et le fondateur de cette maison. Bonsoir David. Bonsoir. Et Gilles Marchand, qui nous offre un magnifique roman, Le Soldat désaccordé, évidemment, donc aux éditions aux Forges de Vulcain, qui est sorti à la dernière rentrée littéraire. Pour commencer, David, j'aimerais que tu nous parles, que tu nous évoques cette relation que tu as avec tes auteurs, mais particulièrement avec Gilles, qui te suit depuis déjà 5 ouvrages. C'est le cinquième, celui-ci, après un recueil de nouvelles, après des romans. Ce binôme marche à la perfection, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais que tu nous parles de cette relation et notamment dans votre travail aussi que vous faites ensemble. Oui, alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux. Merci à Variant les éditions en live et particulièrement à Anthony de nous recevoir. Donc je suis David Malman, je suis l'éditeur de Gilles, je suis le fondateur des éditions aux Forges de Vulcain. Initialement, moi, j'étais enseignant de philo et puis, je me suis rendu compte que, j'étais insatisfait par mon travail et que, je cherchais un moyen de contribuer à la conversation collective qui soit un peu différent. Quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre. En fait, j'ai fait du théâtre de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 28 ans et j'ai et malheureusement à 28 ans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, continuer à faire du théâtre parce que c'était compliqué avec une vie familiale et ce type de choses et je me suis rendu compte que l'édition, ça laissait un peu plus de liberté. L'édition demande beaucoup de temps aussi, ne vous méprenez pas, mais on est plus libre d'organiser son temps. Et donc, avec certains anciens de la troupe de théâtre, on a créé les Forges de Vulcain, avec un peu les mêmes idéaux que notre troupe de théâtre initiale, qui était un mélange d'artisanat et de travail collaboratif. Et c'est pour ça que ça s'appelle les Forges de Vulcain, puisque Vulcain, c'est le patron des artisans, et la forge, c'est un espace collectif. Et ça, c'est en 2010, la création de la maison d'édition. Donc, il y a des valeurs qu'on professe, artisanat, travail collaboratif, ce type de choses. L'amitié entre les artisans, la bienveillance mutuelle. Et c'est aussi des valeurs qui sont inspirées par un auteur britannique que j'aime beaucoup, qui s'appelle William Morris, qui est un auteur victorien. Sauf que, à ce moment-là, même si je suis fier souvent des textes qu'on publie, en fait, c'est très abstrait, c'est-à-dire je professe des valeurs, mais j'ai du mal à les vivre au quotidien et c'est aussi parce que je commence dans l'édition et donc les forges ne sont pas encore les forges et les forges vont devenir les forges grâce à une rencontre extrêmement importante qui va être la rencontre avec Gilles, puisque grâce à Gilles, on va passer de on professe des valeurs à on les vit et on les incarne puisque en fait en 2015, j'étais au Salon du Livre de Paris. Il y a parfois au Salon du Livre de Paris des grands moments de solitude où personne ne passe sur votre stand et là, il y a quelqu'un qui passe, qui clairement ne me cherchait pas. C'est-à-dire quelqu'un qui traverse le stand pour aller autre part et puis il me voit et il tourne et il vient vers moi et il dit: «Mais vous êtes David des Forges de Vulcain?» Et je lui dis: «Oui, oui». Et il me dit: «Ah bah, j'ai lu un roman de chez vous qui était vraiment très bien». Et voilà, donc on a parlé de cet autre roman qu'il avait apprécié et finalement, on est resté à parler très, très longtemps. Alors très souvent, quand Gilles raconte cette anecdote, c'est il dit que je suis très bavard. Il faut voir que lui aussi peut être bavard si on va le chercher, voilà. Et finalement, il m'a dit: «Ah, j'ai peut-être un texte, pour vous, qui collerait bien avec votre manière de travailler, avec ce que vous recherchez», voilà. Et quelques jours après, j'ai reçu un texte qui était donc, une première version. Alors c'était pas un premier jet parce que c'était déjà très travaillé, mais c'était une première version, de ce qui allait devenir le roman Une bouche sans personne, qui allait sortir à la rentrée littéraire, 2016. Et on a commencé à travailler, voilà. Alors ça a coïncidé avec plusieurs choses, c'est que d'une part, c'était la première fois où, vraiment j'étais dans une relation très artisanale avec un des auteurs, des Forges. Je commençais un peu à comprendre le métier, mais en plus, Gilles, il avait aussi eu des petites expériences éditoriales de son côté. Il contribuait à une maison, par exemple, comme Antidata, qui est spécialiste de la nouvelle,
ce qui fait qu'on travaillait vraiment de manière très proche. C'est très, très fécond comme travail. Et ça a coïncidé avec plusieurs autres événements importants de la vie des forges. C'est qu'on changeait de diffuseur-distributeur. Un diffuseur-distributeur, c'est à la fois les commerciaux et les logisticiens qui mettent vos livres en librairie. C'est dans la chaîne du livre un maillon stratégique très, très important. Et on changeait donc de diffuseur-distributeur. Et généralement, un changement de diffuseur-distributeur, ça impose certaines réorganisations. Et moi, j'en avais profité pour changer les couvertures des éditions Forge de Vulcain. Toutes nos couvertures étaient faites depuis le début par Elena Vieillard, mais on n'avait jamais trouvé la bonne maquette de couverture. Et en fait, Elena et moi, on a travaillé pendant presque 6 mois. On a aussi consulté Gilles, on a consulté beaucoup de libraires, et on a fait une nouvelle maquette, qui est la maquette qui est encore la maquette des forges aujourd'hui. Donc c'est une maquette relativement ancienne parce qu'elle a 6 ans. Euh, c'est là où on voit la différence entre l'édition et les autres industries, puisque dans la plupart des industries, 6 ans, c'est une éternité pour une maquette. Dans l'édition, ça reste une maquette jeune, en fait. Voilà. Donc, un jour, on la changera, mais c'est une maquette que j'aime beaucoup. Donc, ça a coïncidé. Et donc, on changeait de diffuseur, on avait une nouvelle maquette. Je suis entré dans un collectif d'éditeurs qui s'appelle Le Collectif, qui existe toujours, dont on n'est plus membre parce qu'on a un peu grossi depuis et que donc le collectif, c'est très bien quand on est un éditeur de petite taille, c'est moins pratique quand on est plus gros. Et donc, tous ces changements ont aidé, avec bien sûr la très grande qualité du texte de Gilles, à une rencontre assez merveilleuse avec les libraires et les lecteurs, puisque à ce moment-là, ça a été le premier titre des Forges qui a vraiment décollé d'un seul coup. Puisqu'on avait déjà eu des succès d'estime, on avait déjà gagné des prix, mais on n'avait pas eu de roman qui avait suscité un fort emballement. Et donc, Une bouche sans personne est sortie fin août 2016 pour la rentrée littéraire francophone. Et ça a été tout de suite, bah, et même dès le mois de mai-juin, certains libraires l'avaient lu et avaient dit ça, c'est un texte important. Et donc, grâce à ça, bah, on a rencontré plein de libraires, plein de lecteurs. Gilles a fait une très belle tournée. On a rencontré 2 super éditrices en poche qui ont soutenu Gilles dans l'édition de poche d'Une bouche sans personne. Et c'était super. Et ça a vraiment changé la manière dont les forges travaillaient. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase où je professais artisanat, travail collaboratif, à un moment où vraiment euh, on travaillait comme ça, et ça a eu un impact après sur tous les autres livres. Et voilà, et maintenant je me tourne vers Gilles, qui va sans doute vous raconter la même histoire, mais d'une manière très critique et beaucoup plus courte. Voilà. Parce que la parole, et je suis très attaché au principe du contradictoire, alors la Voilà. parole est à la défense pour Gilles Marchand. Alors, rien de ce qu'a dit David n'est vrai. Non, 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 je ne vais pas rajouter grand-chose, hein, je ne vais pas raconter la même histoire, sauf que jamais je me serais permis de parler de mon manuscrit le jour où je suis venu faire un compliment sur un texte de David. Donc, c'est venu, Ah oui, c'est vrai, hein. C'est c'est vrai, venu c'est vrai, c'est vrai. C'est il vrai, y a- c'est quelques jours plus tard, en fait, hein. ça aurait été un peu grossier de faire ça. Donc, j'ai des défauts, là, et je peux être grossier de temps en temps, mais pas ce jour-là, en tout cas, je Non, pense. non, c'est vrai, je me souviens. Oui, ça, c'est Voilà. vrai. Sinon, sur le reste, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Sur les maquettes, moi, je me souviens très bien que j'avais vu notamment les maquettes de la collection Essai de David, que je trouvais très réussie, beaucoup plus réussie que ses maquettes de collection littérature. Et voilà, et c'est vrai qu'Elena est quelqu'un qui a énormément de talent, et je pense que c'est important de lui rendre hommage parce que on lui doit, je pense que tous les auteurs des Forges lui doivent une partie de leur succès, parce que la maquette, la couverture, c'est la porte d'entrée, c'est la vitrine, et elle arrive à la fois à faire des maquettes qui sont originales et qui sont voyantes, qu'on voit dans une librairie et qui restent élégantes. Et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je pense qu'on lui doit quand même pas mal à Elena aussi. Oui, c'est la plus ancienne collaboratrice des Forges, en fait, puisqu'elle est arrivée euh, quelques semaines après le début des Forges, en fait. Alors, on va parler évidemment du soldat désaccordé, puisque si on pouvait le résumer, je vais tenter de le résumer de manière succincte, mais c'est l'histoire d'une mère en 1925 qui, 9 ans après la fin de
de la Première Guerre mondiale, va enrôler un ancien soldat qui est manchot, et on parlera de cette spécificité peut-être tout à l'heure, pour retrouver la trace de son fils qui est perdu de vue lors de cette même guerre. Une enquête va se dérouler et on parlera aussi de ces différents genres que vous mettez, Gilles, dans tous vos romans. Une enquête qui va, à travers différents témoignages, va voir le jour avec des non-dits, avec des secrets, comme toute époque dans la grande histoire. Elle est persuadée que son fils est vivant, car trop jeune pour partir. Et c'est sa seule affirmation au début, lors de cet entretien-là qu'elle a avec lui. Et on va s'arrêter à l'affirmation qu'Émile, donc ce jeune soldat, pendant que les obus tombent, envoie des lettres d'amour à Lucie, une Alsacienne qu'il a rencontrée avant que la guerre ne commence. Gilles, on va évidemment parler de tous ces éléments-là, mais j'aimerais que vous nous disiez, vous nous racontiez cette genèse de ce roman-là, puisque c'est votre 5e ouvrage, et alors 5e aux Forges de Vulcain, puisqu'il y en a eu 2 autres également ailleurs, et notamment le roman de Bolagno que j'aime particulièrement. Mais j'aimerais que vous nous racontiez comment vous arrivez à vous renouveler, parce que il y a des liens forcément avec tous vos romans, on en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est quand même une histoire là aussi qui est encore novatrice par rapport à un sujet qui est déjà largement éculé, et vous avez réussi encore à en faire quelque chose d'extrêmement neuf, notamment sur la langue, mais aussi dans le fond. Alors, il y a plusieurs questions là du coup, mais sur le comment j'arrive à me renouveler, je pense que c'est peut-être même le livre sur lequel je me renouvelle le plus parce que tous mes romans précédents se passent un petit peu à la même période. On peut même imaginer que un funambule sur le sable, une bouche sans personne, une couillère pour une vache et les nouvelles se passent même dans le même quartier, qui est jamais nommé, on ne sait pas où c'est, on sait que c'est certainement à Paris. Dans une bouche sans personne, en tout cas, c'est à Paris. Dans les autres, je crois, je ne sais plus si je le nomme ou si je l'ai enlevé finalement, mais en tout cas, tous ces romans se passent un petit peu. Disons que les personnages d'un roman pourraient, d'ailleurs, ils passent d'un livre à l'autre, souvent en tant que figurant, mais il y a des passerelles entre chacun de mes livres. Et sur le Soldat désaccordé, pour la première fois, je change de période. Et donc, ça se passe dans les années, enfin, début du siècle, en gros, parce qu'il y a toute une partie sur l'enfance, enfin, la, voilà, l'enfance des 2 personnages principaux. Mais ça se passe principalement dans les années 20. Donc, pour moi, le principal changement, il tient là, parce que pour la première fois, j'ai des personnages qui ont grandi dans un monde très différent du mien, qui n'ont pas ma culture musicale, qui ont écouté d'autres musiques. Moi, j'ai une culture qui est plus une culture musicale des années 60 et 70. Et donc, pour la première fois, en gros, pour faire simple, j'ai des personnages qui n'ont pas connu les Beatles, quoi. Et qui ne se retrouvent pas dans un bar pour écouter l'album blanc ou Pet Sounds des Beach Boys, quoi. Et qui en ont le nom, ou presque. Bah oui, parce qu'il fallait bien quand même que mes amours musicales soient présentes. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de clins d'œil. Et partout, je me sentais un peu traître à mes influences. La musique est tellement importante dans ma vie, dans mon quotidien, que j'avais envie que tous ces gens-là soient présents dans le texte. Peut-être parce que ça me rassurait aussi. Quand on est bien accompagné, la route est plus facile. Donc, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, je donne les noms pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Les noms des personnages ont donc des grandes références musicales comme George Harrison, Paul McCartney ou Jeanne Joplin, Raymond Davis aussi. Raymond Davis, c'est Ray Davis, c'est le leader des Kings. Il y a Jean Morisseau aussi. Il y a, Dolly Parton que j'ai caché quelque part en Bourgogne qui s'appelle Zélie Parto. Parce que l'idée, il fallait quand même que ça soit des noms un peu France des années 20, fin du début du siècle. Ma première idée, hein, c'était d'aller sur des monuments aux morts pour prendre des noms. Et puis, il y a quelque chose qui me gênait. J'avais l'impression peut-être un peu de voler ces vies. Je me suis dit, si je prends des noms qui ont vraiment existé, il faut que j'ai l'honnêteté de leur être fidèle, de raconter vraiment leur histoire. Et c'était pas du tout ma démarche. Donc je me suis dit, je vais franciser des noms des quelques Américains que j'aime beaucoup. Alors il y en a que j'ai pas mis, par exemple, j'ai pas mis Ryan Wilson parce que c'était trop compliqué à franciser.
Et alors justement, la genèse qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de créer sur cette période-là déjà? Est-ce que c'est cette lettre d'Émile, d'Émile, d'Émile Gillet, Ah, qui est mise, ouais. au tout début, ce jeune, je crois que c'était un soldat de 22 ans qui avait écrit à ses parents. Euh, Est-ce que c'est cette lettre-là qui a déclenché cette période-là ou pas du tout? Quel a été justement Ah, pas le du tout. On reviendra sur la lettre après parce que ça me fait plaisir qu'on en parle parce que souvent les exergues sont un petit peu zappés par les lecteurs et je comprends. D'ailleurs, moi, je suis pas un grand amateur d'exergues, mais donc je reviendrai sur cette lettre juste après. Je vais quand même répondre à la question principale qui est ce qui m'a donné envie de m'attaquer à cette période, hein, qui est une période qui a déjà qui nous vaut déjà quelques chefs-d'œuvre hein, de la littérature, des livres extrêmement marquants, des livres forts, des livres qui nous ont non seulement appris beaucoup de choses, mais qui nous ont fait changer le regard et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et donc moi, j'avais été marqué très jeune par À l'Ouest, rien de nouveau d'Éric Maria Remarque. Ça, je pense que c'est le premier point. Je pense que c'est peut-être la graine en fait qui était là, et qui m'a, oui, qui a fait que j'ai toujours eu une fascination, alors pas dans le sens malsain du terme, mais en tout cas que j'ai trouvé cette histoire de Première Guerre mondiale complètement dingue et apocalyptique et inhumaine, et avec tout ce que ça signifie. Et la deuxième chose, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allé à Verdun. Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest. Et c'est vrai que dans le sud-ouest, la Première Guerre mondiale n'existe pas vraiment, à part sur les monuments aux morts, justement. Mais sinon, il n'y a pas de traces. Il y a le mur de l'Atlantique avec cette colonne de blocos hein, qui est tout le long des plages. Donc ça faisait vraiment partie de mon enfance. Mais la Première Guerre mondiale, ça restait quelque chose d'assez lointain, d'assez flou et d'assez impalpable, en fait, ou de littéraire, justement, parce que j'avais lu À l'Ouest très nouveau, parce que j'avais lu Dorgelès après. Mais, et donc, j'ai 20 ans et je suis en voiture dans les Ardennes. Et puis, et donc, je savais que j'étais près de Verdun. Et là, par la fenêtre ouverte, je vois le sol dans la forêt qui est complètement bosselé. Et donc, je m'arrête, je descends de la voiture, enfin, à l'époque, je fumais, donc je fume une cigarette, et là, je me rends compte, je marche un petit peu, j'avance dans la forêt comme ça, et que sur des dizaines, des centaines de mètres, à perte de vue, en fait, le sol est complètement boursouflé, c'est-à-dire on marche sur des cicatrices de la terre, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça extrêmement saisissant et bouleversant de me rendre compte que 100 ans après, la terre ne s'était pas remise. Et là, on ne parle pas de construction humaine, on parle d'une construction de la nature qui a été bouleversée par quelque chose qui a été blessé en l'état et alors les arbres ont poussé, la nature a pris ses droits, mais l'horizontalité n'existe plus. Et, et ça a été un vrai choc. Et ensuite, j'avais été ensuite dans la Somme, j'avais donc l'étendue du cimetière militaire avec ses noms comme ça sur des croix à perte de vue. Et je pense que de ces voyages, de mes lectures, je me suis dit que cette parole, le dernier poilu est mort en 2008. Et donc, pour moi, c'était important de continuer à porter la parole de ces gens-là, de ces citoyens, de ces gens qui n'avaient rien demandé, de ces gamins qui sont partis au combat pour, euh, pour par devoir, quoi. Alors, et cet Émile Gillet, qui était donc caporal mitrailleur, 22 ans, qui a écrit à ses parents en février 1916. Alors, il y a très peu d'informations sur lui, d'ailleurs, puisque la lettre est exposée au fort de... De Douaumont. Alors, en fait, la lettre, c'était. Je visite le fort de Douaumont donc l'hiver dernier, hein. Et c'est un endroit qui est assez étonnant, qui est très froid parce qu'on s'enfonce vraiment dans le sol, en fait. On descend, il y a des escaliers. C'est comme une espèce d'énorme bunker avec des murs énormes. Il y a les murs qui suintent, il y a de la rouille. Euh, c'est évidemment pas du tout aux normes de rien du tout, hein. Et donc, on se promène comme ça. Il y a assez peu d'éléments. De temps en temps, il y a peut-être un socle de. Si, il y a un socle de canon qui est très impressionnant.
mais finalement, il y a pas tant de choses que ça. Il y a une ambiance un peu, c'est un peu comme la chambre de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, hein. Il n'y a rien, mais il y a la présence, il y a quelque chose qu'on ressent quand on y est. Et dans ce fort-là, il y a un endroit où sur des grandes plaques d'ardoise, peut-être de 2 mètres sur 1 mètre de large, hein, je sais pas, enfin, je sais pas mesurer, hein. Et, et donc, il y a des lettres comme ça qui sont écrites à la craie, enfin, je sais pas, avec une espèce de, enfin, au marqueur, disons. Et puis, j'en lis quelques-unes et puis à ce moment-là, je cherchais un titre parce que le titre du livre, c'était Bouquet d'obus. Et David n'aimait pas ce titre-là. Et donc, je cherchais un titre. Et puis, je passe la salle, j'arrive dans une salle plus loin et il y a une phrase que j'avais lue sur une des toutes premières lettres, c'est peut-être la deuxième lettre exposée, qui me revient en tête, c'est on range les morts. Et j'ai cette phrase, que je trouve ouais, très, très forte, très ensorcelante. Et je me suis dit, mais ça ferait un bon titre, Range les morts. Euh, et la lettre, enfin, tout ce que racontait la lettre je trouvais ça très beau, quoi. Enfin, très beau dans l'horreur. Enfin, c'est difficile de dire c'est très beau, mais très fort. Voilà, je trouvais ça extrêmement fort. Et donc, oui. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, le titre, justement, vous avez discuté apparemment longuement là-dessus. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu débat. Est-ce qu'on peut en parler du Soldat désaccordé, qui est un merveilleux titre, hein, évidemment. Mais celui de Gilles n'était pas si mal que ça, hein, David, hein, Bien, je trouve qu'il était très bien, ce titre. Eh oui. Non, Gilles est... En fait, très souvent, les titres qu'on publie n'ont pas comme... les livres qu'on publie n'ont pas le titre initial prévu par l'auteur. C'est très fréquent dans l'édition. D'ailleurs, le contrat standard d'édition dit que c'est l'éditeur ou l'éditrice qui décide du titre et de la couverture. Généralement, on le fait toujours avec l'accord de l'auteur quand même. Donc, je n'ai jamais eu à publier un roman dont le titre ne serait pas celui de l'auteur. Dans le cas de Gilles, c'est particulier parce que parfois, si je ne suis pas complètement convaincu, généralement, Gilles revient une fois ou deux fois avec un deuxième titre et c'est lui qui trouve toujours. C'est jamais moi qui ai trouvé les titres des romans de Gilles. Gilles a d'ailleurs trouvé des titres pour d'autres romanciers des Forges, d'autres romancières des Forges. Donc, voilà, je pense que ces informations à la fois de musicien qui fait il a le sens de ce type de formule. Je trouvais que Bouquet d'obus, c'est frappant, mais c'est d'emblée une métaphore qui n'est pas très très claire. Voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de mettre en avant le soldat. Après, le titre n'est pas de moi, le titre est de Gilles, hein, je précise quand même. Mais voilà, à un moment, quelqu'un nous a proposé de mettre comme titre Soldat, en disant c'est plus percutant, vous allez voir en presse, ça va mieux fonctionner. Et sauf que c'était plus le même roman. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'une fois qu'on change, il ne faut pas non plus qu'un titre raconte n'importe quoi par rapport au contenu du livre. Je pense que Soldat, ça aurait été beaucoup trop martial, beaucoup trop. Et le Soldat désaccordé, c'était intéressant parce que ça restait très Gilles Marchandesque comme titre. Ça évoquait bien le contexte martial et cruel du texte. Quelque chose qui était important dans le travail de Gilles, c'était de ne pas se livrer à une esthétisation du sujet. C'est-à-dire qu'on peut faire un livre qui est beau et poétique sans basculer dans l'esthétisation. Et je trouvais que le terme désaccordé, ça rendait quelque chose de poétique sans basculer dans l'esthétisation. Et voilà, donc moi, Soldat désaccordé, je pense que c'était le meilleur titre qu'on avait trouvé. Les autres étaient pas mal, mais c'était. Voilà. Et bon, il s'avère que c'est un rapport avec le nœud de l'histoire. Voilà, aussi. Ah, même avec le cœur de l'histoire, parce que moi, ce qui m'intéressait dans cette idée de soldat désaccordé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les citoyens, c'est des gens comme vous et moi et qui étaient, qui étaient pas calibrés pour la guerre, qui n'étaient pas faits. On n'est pas tous des héros, évidemment. Et, et puis, est-ce qu'on leur demandait de faire ils n'étaient pas outillés, ils n'étaient pas faits pour ça. Donc, c'est comme un instrument de musique, on ne peut pas tout lui faire faire, on ne peut pas lui faire euh, jouer contre sa nature, contre ce qu'il est. On ne peut pas demander, on ne peut pas souffler dans un violon, quoi. Donc,
Et les hommes à qui on a demandé d'aller se battre, ce n'étaient pas des militaires de carrière. Donc j'aimais bien cette idée des gens qui, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses physiques, ont dû faire quelque chose pour lesquels ils n'étaient pas faits. Et dans l'idée de désaccorder, il y a ça aussi qui me plaisait bien, quoi. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que cet Émile, donc on ne parle pas d'Émile Gillet là pour le coup, mais d'Émile, le narrateur, est-ce que cet Émile-là, pardon, pas le narrateur, hein, bien sûr, le soldat, est-ce que cet Émile-là, c'est aussi pour ça, puisque vous avez dit que vous aimiez les faiblesses, les écorchés aussi, et ça transporte dans toute votre œuvre, est-ce que c'est aussi pour ça qu'il est justement, qu'il a une main en moins? Est-ce qu'il y a une idée derrière la tête aussi, le fait qu'il n'ait pas une main, est-ce que ça change quelque chose dans votre perception de la narration ensuite? Puisqu'il y a beaucoup de phrases sur son handicap, notamment je pense à cette scène au restaurant, où il y a beaucoup de scènes aussi où justement on se moque, enfin en tout cas le narrateur se moque de son infirmité, avec humour toujours, mais il y a cette façon aussi d'avoir un personnage qui est déjà faible au départ. Oui, moi surtout à ce moment-là, je trouve que l'infirmité. Alors déjà, j'avais envie qu'il soit privé de combat, j'avais envie qu'il ait enfin, d'un point de vue purement narratif, hein, qu'il ait une bonne raison d'avoir un personnage qui culpabilise un peu bêtement, c'est-à-dire qu'il ait l'impression qu'il n'a pas été assez utile parce qu'il a été blessé très tôt dès l'automne 14. Et ça questionne aussi une certaine idée qu'on se fait de la virilité, enfin, la virilité de ce ce que doit être le corps d'un homme. Et à cette époque où, donc c'est les 1914, où on les appelle les poilus, on les appelle pas les poilus parce qu'ils étaient mal rasés et qu'ils n'allaient pas chez le coiffeur, c'est eux-mêmes qui se sont surnommés les poilus parce que c'était les gaillards, c'était les gens qui avaient du poil au menton, du poil aux pattes, quoi. C'était les bonhommes, quoi. Et donc j'avais envie justement aussi de questionner, de me dire qu'est-ce que comment on peut se considérer un soldat, quelqu'un qui est censé faire son devoir, qui est censé protéger sa famille, sa patrie, la terre de son pays. Comment est-ce qu'il se sent une fois qu'il n'est plus en état physique de le faire? Et ça m'intéressait de tourner autour de cette question et d'essayer de voir comment ce personnage allait culpabiliser bêtement pour quelque chose dont il n'est pas du tout responsable. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans tous mes romans. Alors, après, dans mes autres romans, ce n'est pas la virilité spécialement que je questionne, c'est plus la place dans la société des gens qui ne sont pas calibrés parfaitement pour l'intégrer. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui pourrait, parce que ça devrait être une question qui est réglée depuis très longtemps. Ça me paraît pas très compliqué d'accepter qu'on soit tous différents les uns que les autres et que certains sont de naissance ou par accident n'aient pas les mêmes, et des empêchements. Et je pense que la première mission de la société, ça serait de faire en sorte que ces empêchements n'existent pas, tout simplement, ou de les accompagner, de les adoucir. Et donc, je pense que c'est dans dans les derniers, il y en a d'autres malheureusement, mais ça fait partie des scandales de notre époque. Et c'est quelque chose qui me touche en tant qu'homme, en tant que citoyen, voilà, et en tant qu'écrivain, peut-être ça se ressent. Mais c'est quelque chose que j'essaie de comprendre parce que c'est vrai que c'est présent dans tous mes livres, sans que moi je l'ai vraiment. Euh, c'est pas une démarche volontaire en fait de ma part. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis, mais peut-être que le jour où ça sera très clair, justement, je changerai de thème, je parlerai d'autre chose. Non, non, c'est clair, mais si ce n'est pas volontaire, c'est encore plus réussi parce que vous avez réussi, là, pour le coup, à vous transporter dans une époque qui n'était pas la vôtre. Et en même temps, c'est extrêmement crédible. Et c'était une première fois, donc c'est encore plus intense. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé justement la langue, puisque la langue n'est pas peut-être celle de l'époque. En tout cas, je n'ai pas trouvé qu'elle était très incarnée par l'époque en elle-même. Mais en même temps, tout est crédible, tout est incarné dans les mots, dans la façon la façon de décrire. Le style également est à propos. On a l'impression que
vous allez dans différents genres, que ce soit du réalisme magique, le côté enquête, la poésie, mais surtout, vous faites part d'une immense humanité. C'est ça qui est peut-être innerve le plus votre œuvre, et celui-ci en particulier. Vous parlez des hommes et des femmes au cœur, véritablement, avec leurs émotions, avec leurs faiblesses, mais vous parlez aux hommes, vous parlez des hommes, comme rares sont les écrivains qui le font. Et ça, je trouve ça quand même assez frappant, même dans une époque que personne n'a connue, ici, en tout cas, il ne me semble pas. Euh, je ne pense pas. Mais, mais j'aimerais savoir comment vous travaillez justement ce passage au passé, ce passage que vous n'avez pas connu, puisque c'est une première fois pour vous. Alors, d'abord sur la langue, moi, mon premier travail, c'était de me noyer dans la langue, justement, de cette époque-là, en lisant énormément de livres, de Poilu, donc que ce soit Le Feu de Barbus, donc à l'ouest de Rennes Nouveau, Les Croix de Bois, Maurice Genevoix, Sandrars, euh, Kessel, l'équipage. Donc je me suis vraiment, j'avais envie de me noyer justement dans cette langue pour me rapprocher des tics de langage en écoutant notamment des interviews aussi, parce qu'il y a beaucoup au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été faites. Et on retrouve des interviews de soldats. Donc, avant toute recherche historique, ma première recherche était vraiment d'essayer de me rapprocher le plus possible de la langue en évacuant. C'est une question qu'on a eue avec David. David m'a suggéré à un moment de mettre des notes de bas de page sur certains termes. Et moi, je suis fondamentalement contre les notes de bas de page dans les romans, pour plusieurs raisons, mais on verra. Enfin, parce que on sort du texte et le texte, si un mot qu'on ne comprend pas, il faut essayer de faire en sorte que le lecteur le comprenne, ou alors que c'est au lecteur de faire la démarche de faire la recherche pour le comprendre. Je pense pas que dans mon livre, il y ait des mots qu'on ne comprenne pas. Il y a beaucoup d'expressions d'époque. Je sais pas, par exemple, se faire marmiter, c'est en référence aux obus allemands qui tombaient comme des marmites, en fait. Donc, ou sur les embusqués. La conversation qu'on avait eue avec David, c'était sur les embusqués, parce que pour David, c'était vraiment les gens qui se mettaient, c'était un peu des tireurs d'élite qui se cachaient pour tirer comme ça, alors que à cette période-là, les embusqués, c'était les hommes qui restaient à l'arrière, qui faisaient, qui pouvaient un peu tricher, notamment certains chefs d'entreprise, mettons, qui disaient qu'ils étaient obligés de rester à l'arrière parce qu'ils avaient des charges de trucs, ils avaient trop de responsabilités pour se permettre d'aller au front, quoi. Et pour les soldats qui étaient au front, c'était un peu difficile à accepter. Donc, ce travail sur la langue, pour moi, c'était très important. Mais ensuite, effectivement, Je précise, pardon, hein, je précise, Gilles, que je parlais davantage de la narration, hein. Je parlais oui, oui, davantage du narrateur, hein. Voilà. oui, Pas des dialogues qui, évidemment, eux, sont clairement d'époque, hein. ouais. Et justement, sur la narration, ensuite, moi, je suis très attaché au rythme des mots. Donc, après, j'ai donné un rythme qui est évidemment un rythme personnel, qui est fait de. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est effectivement, j'ai tendance toujours à privilégier le rythme des mots à toute autre chose, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir la manière dont on va écouter la voix. Je suis très sensible aux voix. Je peux pardonner beaucoup en musique aux chanteurs, mais si la voix me prend, je peux être très vite ensorcelé par une voix. Il y a, je sais pas, la voix de Chavela Vargas, par exemple, qui est une chanteuse mexicaine. Je ne comprends pas toujours ce qu'elle raconte, mais elle m'hypnotise complètement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, parce que quand on écrit, on n'a pas de timbre. On n'entend pas le timbre de la voix du narrateur, de l'écrivain, et on est obligé de se raccrocher au rythme, du coup. C'est la seule chose, le choix des mots, hein, évidemment, le vocabulaire, le champ lexical de ce qu'il raconte, mais on est privé du timbre. Et donc, pour compenser ça, peut-être que je passe par une certaine forme de rythme. Mais là, je ne sais plus si j'ai répondu à une question ou pas du tout. J'ai l'impression que je suis parti un peu. J'ai fait un crochet par le Mexique, hein. Je suis désolé, ce n'était pas prévu.
Mais c'est parfait, on ne la connaissait pas. Je réécouterai d'ailleurs si David ou vous pouviez le mettre dans le chat d'ailleurs, parce que je ne la connais pas. Chavela Vargas, c'est vraiment une personnalité très intéressante, chanteuse mexicaine. Alors, ceux qui ont vu Frida, le film, il y a un moment où elle chante la Llorona. Elle était très âgée et elle faisait scandale notamment parce que c'était une des toutes premières femmes au Mexique à porter des pantalons, à s'habiller en homme, etc. Et elle a une voix grave, très. Elle fait un peu, presque un peu, j'ai dire sorcière, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, elle est très, très impressionnante. Et donc, la Llorona, c'est vraiment c'est une chanson traditionnelle qu'elle a interprétée, qui est vraiment chouette. Parfait. Alors, la deuxième question sous-jacente était celle de la multiplicité des genres, puisque comme le faisait Roberto Bolaño, et je sais que vous êtes un immense fan aussi, il y a ce côté mélangé des genres que vous arrivez à faire sans que ça ne devienne pompeux, sans que ça ne devienne emphatique. Il y a toujours cet équilibre que vous arrivez à mettre là-dedans. Quelle est votre volonté justement quand vous mêlez tous ces genres-là, tous ces genres littéraires? Alors, la volonté, elle est vraiment de servir l'histoire, tout simplement. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça allait être. Je pense même que si j'avais su que ça passerait un peu par le polar ou par l'intrigue, par l'enquête, je pense que je n'y serais peut-être pas allé, j'aurais peut-être pas osé. Ça m'aurait un peu complexé parce il y a trop d'auteurs de polar ou de, ouais, c'est ça, de littérature noire qui me plaisent ou que j'admire. Donc, je pense que j'aurais pas osé. C'est venu assez naturellement au fur et à mesure. Parce que justement, peut-être j'avais envie d'entendre d'autres voix. J'avais envie d'entendre la voix du vieux mec qui est perdu dans dans sa maison et qui est obsédé par les mouches parce que pour lui, la guerre, c'est les mouches et qu'il n'arrive pas à se remettre d'avoir vu des mouches sur les corps de ses camarades. Et j'avais aussi envie d'entendre un vieux bourgeois qui est parti faire la guerre et qui avait, pareil comme tous les autres, qui n'avait rien demandé, qui essaie de faire en sorte de faire croire que en fait, finalement, ça va, mais on se rend bien compte que non seulement il a perdu l'audition, mais il a perdu aussi beaucoup de choses. J'avais envie d'entendre, peut-être que c'est par le collectif que l'enquête est venue. C'était par la volonté que j'avais d'entendre différentes voix. Ouais. Mais là, c'est vraiment dans la conversation. En fait, c'est marrant. Je n'avais pas vraiment pensé à ça en ces termes-là, mais c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure et par rapport à la manière dont vous avez enchaîné ça. Je me dis que c'est surtout certainement l'une des explications, mais c'était pas. Moi, je connaissais l'histoire. Je savais où j'avais envie d'aller. À chaque fois, je sais où je vais aller, mais je sais pas. Je connais pas bien le chemin, quoi. Et après, c'est vrai que j'avais des personnages je savais qu'ils seraient là, je savais qu'ils auraient leur voix, qu'ils auraient leurs mots, mais je ne savais pas comment ils allaient intervenir. Et l'enquête s'est mise en place comme ça progressivement parce que aussi, en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette histoire de Blanche Maupin. Au début, en fait, j'avais envie de raconter euh, un livre qui serait plus centré sur les femmes dans la Première Guerre mondiale. Et donc, dans les personnages comme ça que j'ai rencontrés à travers les livres, il y avait Blanche Maupas, dont je parle dans le livre, qui a vraiment existé, et qui a passé plus de 10 ans, plus de 15 ans de sa vie à enquêter pour faire réhabiliter son mari qui avait été fusillé pour l'exemple. Et ce personnage de battante m'avait marqué, puis c'était vraiment, sans mauvais jeu de mots, un vrai parcours du combattant qu'elle a mené contre les institutions, contre, contre le machisme aussi, tu vois, parce que c'était une femme qui enquêtait sur un milieu masculin, contre l'armée, enfin contre l'armée, et, et donc ce travail d'enquête m'a vraiment intéressé et je pense que ça a dû infuser aussi dans la manière dont j'ai conçu le livre par la suite. Est-ce que c'est comment dire, c'est difficile pour vous justement de ne pas avoir de ligne directrice et de vous laisser porter par ces personnages-là? Est-ce qu'ils ne vous dévorent pas à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous n'arriviez jamais au bout de l'histoire? Alors, est-ce qu'il me dévore ou pas l'histoire? De toute façon, l'histoire dévore, j'imagine, un peu forcément celui qui l'écrit parce qu'on est avec elle, on vit avec elle et c'est ce qui fait que
qu'on passe du temps seul sur son ordinateur, c'est qu'on est forcément un petit peu dévoré par l'histoire et par les personnages. Ensuite, non, moi je sais ce que je disais là, c'est que je sais où je vais, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et puis, on peut être surpris et déçu par certains personnages parce qu'on a des intuitions qui ne sont pas toujours bonnes et on a des intuitions qui sont meilleures que ce qu'on imaginait. Donc, il y a des personnages, par exemple Raymond Davis, hein, pour ceux qui l'ont vu, je ne pensais pas qu'il aurait autant d'importance dans le livre et je me suis rendu compte que cette volonté qu'il a de se cacher dans les chiffres, un peu comme le narrateur d'une bouche sans personne, euh, c'est parce qu'il a vécu tellement d'horreur, il croit tellement plus en l'humain, au début du livre en tout cas, qu'il se réfugie vers la dernière chose qui est tangible, c'est-à-dire les mathématiques, c'est-à-dire les compter, quoi. Il compte les hommes, il compte les morts, il compte les wagons. Et, et donc lui, au début, je pensais qu'il ferait une petite apparition, je ne pensais pas qu'il serait aussi important. Et peut-être que je me suis rendu compte que l'intuition que j'avais eue de le cacher dans le... Enfin, de le protéger à travers les chiffres, ça, peut-être que je pourrais parler un petit peu justement de la manière dont il arrive à s'en extraire. Donc il y a des personnages comme ça qui sont... Et inversement, il peut y avoir un personnage, je me dis, ah, ça va être génial parce que ça me permet de raconter ça, ça va me permettre de raconter la place de ci, etc. dans ces années-là. Et puis qu'en fait, on le décrit, on écrit la scène et puis on se rend compte que le personnage avait livré tout ce qu'il avait à livrer. C'est comme si on l'avait essoré, qu'il avait donné tout, tout son jus et qu'une fois qu'il avait fait ça, il avait joué sa partition, il a fait son rôle et on peut le faire intervenir de nouveau, mais il n'apportera pas grand-chose de plus, quoi. David, tu interviens quand tu le souhaites, hein, évidemment, hein, tu le sais, hein. Ton micro est ouvert ad Oui, mais je vitam sais que je aeternam, suis hein. très, très bavard. Mais ce qui me frappe, c'est pour revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure et qui est qui m'a frappé parce que même si avec Gilles, on a beaucoup parlé ensemble de ce texte, c'était jamais venu complètement comme ça, formulé comme ça. C'est lors de la recherche des prénoms des personnages, le fait que Gilles se soit dit est-ce que je vais aller sur les monuments morts, récupérer des noms, créer des noms à partir de noms existants, et puis finalement d'être parti sur tout à fait autre chose. À mon avis, c'est une manifestation très précise de quelque chose qui est très important, qui explique que Gilles, en fait, ait mis un certain temps à venir vers ce roman, qui est un roman de littérature générale, mais avec un fond historique. C'est que je pense que... Il y a deux choses que je pense quand un auteur construit une œuvre titre après titre. C'est tout d'abord, c'est qu'il ne faut jamais servir les mêmes plats aux gens. Donc, même s'il faut qu'il y ait une unité, que souvent les grands écrivains ont une unité de leur voix, il ne faut pas faire deux fois le même roman. C'est mal, c'est moralement mal. Et donc, il faut aller. Et le moyen de se renouveler, c'est souvent de rentrer plus profondément en soi-même, d'écrire à partir de ce qu'on a en propre. Et quelque chose que Gilles a en propre et n'a pas du tout exploité jusqu'à ce roman, c'est qu'en fait, il a fait des études d'histoire. Et donc, il a un sens de l'histoire. Mais en fait, le sens de l'histoire avait joué contre le fait d'écrire un roman à fond historique. Parce qu'en fait, le risque, c'est que quand on est vraiment historien de tempérament, on sait la responsabilité de la fiction dans l'imaginaire collectif des événements historiques. C'est-à-dire que quand on publie un roman, bien sûr, on ne sait pas s'il sera lu par des dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. Mais il faut se dire que sur les personnes qui le lisent, il ne faut pas qu'on crée une mauvaise perception de l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui serait ouvertement erroné ou voilà. Je pense que par exemple, donc en fait, Gilles avait peut-être, ce qui était conscient de la puissance de la fiction, il a longtemps hésité avant de venir à l'histoire, et il y est venu avec une très grande prudence, un très grand respect qu'on voit par exemple dans le choix des prénoms et des noms des personnages. Et ça fait que ce roman, en fait, c'est un roman de littérature générale qui est, à mon avis, un des romans les plus documentés sur la Première Guerre mondiale. On a besoin de refaire régulièrement des romans sur la Première Guerre mondiale pour plusieurs raisons. C'est parce que euh, même si ça a été déjà fait, c'est un souvenir important, et un souvenir ne fonctionne que par le ressouvenir, c'est-à-dire le fait qu'on on retravaille le souvenir à chaque époque. Il faut continuer à lire Remarque, il faut continuer à lire Ernst Junger même, mais il faut aussi recréer le souvenir à chaque génération pour que justement on s'y intéresse.
que chaque nouveau roman de chaque nouvelle génération soit un point d'entrée. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'a évoqué Gilles, c'est que nous, c'est la génération de nos arrière-grands-parents. Donc, c'est une génération qu'on n'a pas toujours connue, ou un peu, ou de manière lointaine. C'est la génération charnière pour nous entre les gens qu'on a connus et les gens qui appartiennent à l'histoire. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, quand on était enfant ou adolescent, certains d'entre nous, on a pu croiser des poilus. Moi, par exemple, au collège, je suis allé 2 fois à Verdun, et la première fois, il y avait un poilu. Et la deuxième fois, on nous a dit, eh ben, il est mort. Et donc, ce sera un petit jeune qui vous fera la visite. Et ça donne quand même une responsabilité très particulière parce qu'au cours de notre vie, la Première Guerre mondiale s'est passée de, du souvenir à la mémoire, en fait, à quelque chose qui n'est plus soutenu que par les livres d'histoire et les romans, qui ne peut plus être soutenu par des personnes. Voilà. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment neuf dans l'œuvre de Gilles, ce qui fait que c'était exaltant de lire les pages quand elles arrivaient. C'était intéressant, grâce à lui. Les bons romanciers, les bonnes romancières, c'est celles qui vous font lire aussi d'autres textes. Donc, c'était bien grâce à Gilles, d'aller lire d'autres auteurs, certains que j'avais jamais lus. Et moi, en plus, ces jours-ci, les années 20-30, parce qu'en fait, on est à 100 ans d'elle, m'intéressent beaucoup. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de textes des Forges qui vont tourner autour de ça. Euh, Juste en passant, et c'est là où je me dis que je deviens trop bavard, c'est que je suis à 2 doigts de faire un podcast qui ferait la liste de tous les livres que les Forges ne feront pas, alors que je rêve de les faire. Et voilà, je peux vous dire un de ces livres parce que ça serait trop lourd à faire et on ne le fera pas. Donc, si quelqu'un travaille dans l'édition, et voilà, c'est que on va rentrer dans les commémorations des 100 ans du procès Sacco et Vanzetti. Et il y a un bouquin américain de Bruce Watson qui est exceptionnel sur Sacco et Vanzetti, qu'il faudrait traduire parce qu'il est nettement meilleur que tous les livres qui ont été faits là-dessus. Et voilà. Et en fait, comme en plus, donc je travaillais un peu sur Sacco Vanzetti tout en travaillant avec Gilles sur son roman. Alors, ce que j'appelle travailler avec Gilles sur son roman, c'est juste lire les pages et lui dire c'est bien, continue. Donc, c'est quand même assez soft. Mais, et puis, lire des textes à côté, et puis à chaque fois dire à Gilles ah, bah, c'est vraiment très bien ton roman. Voilà. Et donc, voilà. Mais donc, parce que Gilles, son roman, c'est pas juste un roman sur la Première Guerre mondiale, c'est aussi un roman sur les années 20-30, sur vraiment ce moment où on sort de la certitude que c'était la dernière des guerres, jusqu'à la certitude que l'effondrement civilisationnel arrive ou revient d'une certaine façon. Donc, donc voilà, donc non, c'était très agréable, c'était très exaltant de travailler dans l'atelier de Gilles. Voilà. Parfait, merci David. Isabelle. Et après, Gilles, vous nous préparez un petit extrait, le premier extrait Ouais. à lire, et qui tombera à pic puisque David parlait justement du fait qu'on ne prévoyait pas que la guerre allait s'éterniser. Et je crois que c'est l'Incipit qui commencera. Isabelle, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir David, bonsoir Gilles. Alors Gilles, moi, je passe un petit message perso. J'espère vous voir samedi. Je suis à Boulogne, donc j'espère que vous serez là. Ouais, Parce que j'ai peur. Pardon? ouais, je me suis trompé dans les dates que j'ai annoncées sur les réseaux. J'ai dit que j'étais là le 2, le 3, alors que c'est le 3 et le 4. Mais samedi, enfin, en gros, je suis là samedi, dimanche. Bah, c'est bon. Ça tombe bien, elle avait réservé un Airbnb, elle Ouais, avait exprès, ouais, dit non. mi-temps, alors j'espère vraiment que tu ne t'es pas trompé dans les dates. Hein. Non, non, impeccable. Et non, parce que moi, j'ai beaucoup aimé Requiem pour une Apache. Je n'ai pas encore lu Le Soldat désaccordé, donc voilà, donc ce sera l'occasion de me le procurer. En fait, je revenais sur ce que vous disiez par rapport au rythme et à la musique et au fait qu'il n'y a pas qu'on n'a pas les intonations des voix, mais est-ce que parfois, que ce soit vous ou David, vous avez envie de lire à voix haute, justement, pour essayer d'avoir ces intonations des personnages ou avoir un peu les timbres de voix, ou est-ce que vous les avez dans la tête? Comment est-ce que vous avez pas ça un peu dans la tête? Voilà. Alors, moi, je lis tous mes livres avant de les envoyer en impression, enfin, même avant de les envoyer à David, je lis tous mes textes à voix haute, intégralement, Ah. du début à la fin. Moi, je suis
Alors, ensuite, moi, je ne suis pas comédien, donc j'interprète pas non plus, j'interprète pas trop, mais en tout cas, la lecture à voix haute, c'est un exercice que j'aime bien, d'autant que je fais des lectures musicales. J'en ai fait une la semaine dernière à l'Étoile du Nord, on va en refaire. Je travaille avec un ami qui est musicien, donc c'est quelque chose que je fais tourner sur Requiem pour une Apache, j'avais déjà fait une lecture musicale. Donc c'est un exercice que j'aime, enfin non seulement que j'aime, mais qui fait presque partie, pas complètement du travail d'écriture, mais en tout cas du travail qui suit l'écriture. Alors, de mon côté, c'est un peu différent parce que je l'ai mentionné tout à l'heure que les Forges, c'était les héritières d'une troupe de théâtre qui s'appelait le Tiers-Théâtre. Et donc, je conserve cette idée que écrire du théâtre, par exemple, ça s'écrit avec la scène. On ne peut pas écrire du théâtre sans être sur un plateau, sans répéter, sans essayer les choses. Mais je sais que moi, parce que je ne suis pas du tout écrivain, je suis juste éditeur. C'est faux, David. les... Non, C'est faux. Ouais. on en parlera une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il m'arrive de lire des passages des auteurs des Forges à haute voix, des textes de Gilles, mais pour une autre raison, en fait, qui n'est pas tant une question de tonalité, c'est une question qu'à l'oral, souvent, c'est plus facile de discerner ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire dans la parole. C'est-à-dire que finalement, parfois à l'oral, on va être plus concis. Et donc, parfois, ça m'aide de savoir si on peut raccourcir une phrase, si tel mot est en trop, tel adverbe est en trop. Et parfois, à l'inverse, à l'oral, on est plus bavard, en fait, parce qu'on va faire passer autre chose. Et voilà. Donc, moi, ce n'est pas une question de ton sur les dialogues, sur les personnages. C'est vraiment, ça aide pour ce qu'on appelle l'editing ou le page à page, c'est-à-dire vraiment sur la tournure de la phrase. Bon, après, en toute honnêteté, euh, sur les textes de Gilles, mon intervention stylistique est quasi nulle. Donc voilà, parfois je vais lui dire, je fais passer 5 pages et je dis, telle page, est-ce que tu es sûr que c'est le bon mot? Et il me dit, ah ouais, c'est le bon mot. Bon, d'accord, c'est le bon mot. Et voilà. Donc, je n'ai pas une intervention délirante, mais je le fais quand même, quoi. Je doute souvent, hein, David. Là, tu donnes l'impression que je ne doute jamais et que je suis. Non, mais c'est bien. Non, mais je ne vais pas refaire la scène où je dis page 5, tu es sûr que c'est le bon mot. Là, il y a un blanc, tu essayes 3-4 autres mots, ça prend 3-4 minutes, et puis finalement, je dis, non, c'est pas mal. Non, tu doutes, mais c'est simplement que si on le refait en temps réel, je pense que ça va rendre la soirée plus vraiment longue. Mais Ouais. voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, Gilles, nous lire un premier extrait? Alors, donc le début du livre. Hein. Je n'étais pas parti la fleur au fusil. Je ne connais d'ailleurs personne qui l'ait vécu ainsi. L'image était certes jolie, mais elle ne reflétait pas la réalité. On n'imaginait pas que le conflit allait s'éterniser, évidemment. Personne ne pouvait le prévoir. On croyait passer l'été sous les drapeaux et revenir pour l'automne avec l'Alsace et la Lorraine en bandoulière. De retour pour les moissons, les vendanges ou de nouveaux tours de vis à l'usine. Pour tout dire, ça emmerdait pas mal de monde, cette histoire. On avait mieux à faire qu'aller taper sur nos voisins. Pourtant, on savait que ça viendrait. On nous avait bien préparés à cette idée. À force de nous raconter qu'ils étaient nos ennemis, on avait fini par le croire. Alors, quand ils sont passés par le Luxembourg et la Belgique, il n'y avait pas grand monde pour leur trouver des circonstances atténuantes. On était nombreux à être volontaires pour leur expliquer que ça ne se faisait pas trop d'aller envahir des pays neutres. On a quitté nos femmes et nos enfants, pour ceux qui en avaient. Je me souviens d'Anna sur le quai de la gare, seule au milieu de ses amis, et moi, seul à la fenêtre de mon pauvre wagon, entouré de plusieurs dizaines de têtes et de képis. Ça chantait, ça criait, mais c'était seul. Ce sont les au revoir, c'est comme ça. On a beau mettre une foule en décor, elle ne fait pas le poids face à la solitude. Si on avait su. De mes camarades de wagon, combien sont revenus en 18? Les morts officiels, les disparus, les estropiés. Il aurait eu une drôle de gueule à mocher le wagon du retour. Pour ma part, mon sort avait été rapidement scellé. J'avais perdu une main dès l'automne 1914
c'en était fini de ma participation au combat. Néanmoins, je voulais être utile à mes camarades. Avec toute la bêtise de ma jeunesse, je pensais que j'étais indispensable. On m'avait confié diverses missions liées notamment à l'approvisionnement et au transport. Je ne participais plus au combat, mais j'en restais suffisamment prêt pour sentir l'odeur de la poudre. De 1915 à 1918, j'allais d'un coin à l'autre du pays. Chauffeur ici, cantinier là, partout où on avait besoin d'un infirme besogneux, dévoué à n'importe quelle tâche pour être utile à mes camarades, à mon pays, à ma patrie. Voilà le genre de belles histoires que je me racontais. Merci Gilles. Et vous noterez évidemment le rythme, la musicalité, tout y est. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, alors David parlait Anne-Sophie et David parlait de la sortie en livre audio. Apparemment, donc elle est programmée. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'elle est programmée, c'est que C'est envisagé. Non, 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 non. Ah, non, non, pas du tout. On a cédé les droits, donc c'est en train de se faire. Simplement, on n'a pas la date pour l'instant. Donc voilà. Les éditeurs de livres audio sont des éditeurs, c'est comme un éditeur de poche, c'est-à-dire que c'est un éditeur distinct de nous. Les éditeurs de livres audio ne sont pas très nombreux en France, ils sont 3-4 en fait, à avoir comment dire, une certaine puissance économique. Et voilà, donc on a cédé les droits et ça va sortir à un moment ou à un autre. Et ce sera lu par Gilles ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas au programme, mais voilà. Je voudrais en profiter, puisqu'on a lu les Linky Pit, pour donner un exemple de la responsabilité de l'écrivain sur les questions historiques. C'est que l'image d'être parti la fleur au fusil, c'est une image qui est devenue une image quasiment d'Épinal sur la Première Guerre mondiale. Et quand moi, donc après le lycée, j'ai fait une prépa littéraire. En prépa littéraire, on avait des cours d'histoire qui s'appuyaient beaucoup sur la Première Guerre, pour la période de la Première Guerre mondiale, sur les livres d'un historien de la Première Guerre mondiale très connu qui s'appelle Becker, qui était le grand historien pour ma génération sur la Première Guerre mondiale. Et Becker, dans un passage, dit les Français ne sont pas partis la fleur au fusil au combat, comme le disait à tort Roger Martin Dugard. Et toute une génération d'étudiants et d'étudiantes a appris que Roger Martin Dugard s'était trompé en disant que dans son roman, que les Français étaient partis la fleur au fusil. Et ils ont commencé à le citer dans leurs dissertations, voilà, parce que personne n'est allé chercher ce qu'avait écrit Roger Martin Dugard, parce que c'est un auteur qui est un peu moins lu aujourd'hui. Et moi, l'été, entre mes 2 années de prépa, je suis allé lire les Thibauts de Roger Martin Dugard, et j'ai découvert à cette occasion que c'était une erreur de Becker, puisque au contraire, la scène de l'annonce de la guerre, de la déclaration de guerre dans Roger Martin Dugard, c'est une scène extrêmement grave où personne ne part la fleur au fusil, personne sur lequel la guerre ne sera la fleur au fusil, et en fait, c'est une erreur, sauf que une erreur qui a été introduite en passant pour illustrer simplement un point. Et le point que faisait Becker était juste, c'est-à-dire très peu de gens sont partis la fleur au fusil. Il y a quelques images d'époque qui montrent les départs à fleur à fusil, mais qui sont en fait des images de propagande. C'est-à-dire, vous trouvez quelques personnes qui passent la fleur au fusil, vous diffusez cette image et vous masquez les autres photos où vous voyez la population qui est abattue au moment où elle comprend qu'elle part au combat, parce que beaucoup de gens n'y ont pas cru jusqu'au dernier moment qu'ils allaient partir en guerre, même si effectivement, ça faisait 50 ans qu'on leur disait qu'on allait à un moment ou à un autre en découdre avec l'Allemagne. Et tout ça pour dire que commencer le roman par ça, c'est très, très important, parce que c'est une des images les plus importantes sur la Première Guerre mondiale, sur lequel on peut introduire une fausse perception. On peut trahir l'imaginaire, on peut trahir la vérité en créant un imaginaire faux. Voilà. Et donc, voilà, c'était juste pour... Merci Gilles. Voilà. J'aimerais qu'on parle de la fille de la Lune qui hante les champs de bataille, alors sans en dévoiler trop, mais quand même, c'est une figure qui marque le récit de manière ponctuelle au final, mais c'est quelque chose quand même qui fait sens dans votre œuvre aussi. J'ai l'impression. Alors, c'est même le point de départ du livre. C'est la première image que j'ai du livre.
c'est cette femme qui erre dans l'endroit le plus dur du monde, hein, un endroit où ça explose, un endroit où il y a les gaz, un endroit où il y a les cadavres, un endroit où ça tire à longueur de journée, à longueur de nuit. Et j'avais cette image d'une femme un peu dont on ne saurait pas si elle existe vraiment, si c'est une histoire que se racontent les hommes pour tenir, pour se raconter quelque chose, pour tuer le temps, pour tuer l'ennui, pour tuer la peur, se dire que peut-être il y avait une femme qui était là pour recueillir leurs dernières paroles, pour peut-être les embrasser ou les serrer dans leurs bras, ou juste juste qu'ils sentent une présence féminine à ce moment-là. Et donc, moi, quand j'ai commencé à lire, à me renseigner sur cette période-là, j'ai entendu énormément de légendes, de racontars, d'histoires que se racontaient les soldats, l'apparition de Jeanne d'Arc sur les bords de Marne, les anges de Mons, alors des histoires, des légendes comme ça, ou des histoires vraies, incroyables, comme un bébé qu'on a retrouvé dans une tranchée à Pozières dans la Somme, un bébé d'1 jour. On ne sait pas comment il est arrivé là. Enfin, c'est pas. On imagine que sa maman a accouché. On ne sait pas pourquoi elle est venue accoucher là. Plutôt, on sait pas. On sait que c'est une petite fille qui s'appelle Germaine, qui a vécu de longues années, qui a été adoptée. Et, et donc, toutes ces histoires-là, j'avais envie de raconter moi aussi ma propre légende, d'inventer cette légende-là. Et il se trouve qu'en lisant Barbus, en cours d'écriture, je me suis rendu compte que dans son livre, dans Le Feu, il y avait un personnage comme ça féminin qui à un moment traverse la rue comme ça, qui est éclairé par la lune, une femme qui a les yeux de biche et dont le visage est éclairé par les rayons de la lune. Et, et donc je me suis dit à ce moment-là que j'avais peut-être bien senti un truc de... enfin j'étais partagé, hein. Au début je me suis dit oh merde, comment je fais, attends, je peux pas le faire, ça va être Barbus l'a déjà fait. Et puis après je me suis dit qu'en fait non, c'était peut-être que j'avais senti un truc de l'époque qui était... ça, c'est mon côté très. J'ai foi en la vie. Je me dis non, finalement, c'est moi qui avais raison, c'était bien vu. Donc, euh, et donc, voilà, ce personnage-là, c'était vraiment le point de départ du livre. Et, et puis, il m'a fallu un petit moment pour savoir ce que j'allais en faire. J'ai envisagé un moment que c'était son fils qui allait partir à sa recherche et qui allait interroger des soldats et qui allait lui révéler un petit peu d'où il venait. Et je me suis rendu compte que c'était pas une histoire entre un fils et sa mère que j'avais envie de raconter, surtout que ça me posait des problèmes un peu de chronologie parce que ça se serait passé vraiment. Enfin, ça marchait pas au niveau du temps. Et donc, je me suis dit que j'allais enfin écrire la grande histoire d'amour comme toutes ces histoires d'amour qui m'ont fasciné quand j'avais lu Tristan et Iseult, quand j'avais lu, ou vu Roméo et Juliette au théâtre, ou puis au cinéma, ou Héloïse et Abélard, enfin toutes les grandes histoires d'amour comme ça. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être la matière là pour raconter cette histoire-là. David disait tout à l'heure que le livre était extrêmement documenté et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses pour quiconque ne s'intéresse euh, pas forcément à la première, mais davantage peut-être à la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai appris Anthelme Mangin, que je ne connaissais pas, ce soldat retrouvé amnésique après la guerre et qui a donné tant d'espoir aux gens en imaginant que les fils, les pères, tous les hommes qui étaient partis pourraient se retrouver dans un asile, dans la rue, de la même façon, de manière amnésique, sans se souvenir qui ils étaient. J'aimerais que vous nous racontiez cette histoire-là, puisqu'elle est au début du livre, donc on ne spoil Ouais, c'est rien. une, c'est une histoire complètement dingue. Alors, c'est juste même avant la fin de la guerre, parce que c'est en janvier 1918 que les Allemands renvoient des prisonniers qui étaient inaptes au combat, donc soit parce qu'infirmes, soit parce qu'ils n'avaient plus toute leur tête. Enfin, donc, ils ont renvoyé comme ça. Il y a un train de prisonniers qui est revenu, qui s'est arrêté en gare de Lyon, et le train est reparti. Et il est resté un pauvre gars qui n'avait plus toute sa tête. Et ils lui ont demandé qui il était, donc il a donné son nom. Ils n'arrivaient pas à retrouver, enfin pas de matricule, donc on ne savait pas qui c'était. Il a été dans un hôpital psychiatrique à Rodez. Et là, donc les médecins ont essayé de, voilà, mais bon, pour parler clairement, c'était le bordel partout. Hein, donc
Et puis les années passent, enfin les mois passent, les années passent, fin de la guerre, et puis le problème c'est que ce soldat, il n'avait pas de nom, donc pas de nom, pas de pension, parce qu'officiellement c'était pas un ancien soldat. Enfin, on ne savait pas qui c'était, donc et le préfet de l'Aveyron va dire au directeur de l'hôpital, vous êtes bien gentil, mais votre petit soldat, il a beau être bien élevé, il coûte de l'argent, et l'argent on en manque cruellement parce qu'on a quand même un pays à reconstruire. Et, et, et on manque d'hommes, on manque de bras et on manque d'argent, quoi. Et le directeur de l'hôpital fait passer une annonce dans les journaux avec la photo du soldat. Et là, d'un seul coup, il y a une vague d'espoir énorme dans tout le pays parce que on manquait d'hommes, on manquait d'affection, on manquait de bras dans les champs, on manquait de bras dans les usines. Et donc, tout le monde s'est dit, ah, mais c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon cousin, c'est mon mari, etc. Et donc, ils ont dû passer au crible, notamment, enfin, en général, il n'avait pas la bonne taille, pas la bonne couleur de yeux, etc. Mais ça a été une situation assez compliquée à gérer. Et alors, pour la petite histoire, et alors, c'est ça, ça a généré une vague d'espoir et de beaucoup de gens qui se sont dit, peut-être que mon mari, il est là, il erre sur le bord d'une route, il est dans un hôpital et on ne sait pas, il est pas, parce que la démobilisation a duré, ça a été très long. Et, et donc, pour la petite histoire, il a retrouvé son père et son frère qui n'étaient pas des chouettes gars, mais qui, à la perspective de toucher une pension, ont tout de suite reconnu que c'était finalement un membre de leur famille. Et ils sont morts dans les semaines qui ont suivi son retour. Je crois qu'il y en a un qui s'est pris une ruade de cheval dans les côtes, enfin, et l'autre, je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Enfin, ils sont morts assez vite après. Et ce qui est terrible, c'est que Anthelme Mangin est mort à l'hôpital Sainte-Anne de faim au tout début. C'est pour ça que pour moi, c'était important que l'histoire se termine dans les années, même si je ne le dis pas, ça fait partie des choses qui sont importantes pour l'écrivain, mais qu'on ne voit pas forcément dans le livre, mais que c'était important que pour moi, ce livre se termine au tout début des années 40, aussi pour ça, parce que donc il meurt de faim dans un hôpital psychiatrique à Paris, donc l'hôpital Sainte-Anne, parce que quand les Allemands sont arrivés après le début de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, il n'y avait plus d'argent et que les hôpitaux psychiatriques, les malades qui étaient placés là sont tous morts de faim et de faute de soins parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. C'est une énorme tragédie dont on n'a pas tellement parlé, enfin en tout cas moi sur laquelle je suis tombé un peu par hasard. Et voilà, donc lui est mort comme ça. Et là, j'ai bien plombé l'ambiance et je me dis que tout le monde va se dire, ah oui, il a l'air bien, ce livre, il a l'air joyeux, mais j'ai un bon cadeau de Noël. Non, mais il y a des choses. Il y a un moment où on sourit, page 27, je crois. Sur deux Oui, phrases. c'est un quiproquo. C'est un quiproquo. J'en souris. C'est voilà. Alors, juste en passant, une toute petite remarque, c'est que ce qui est toujours intéressant quand on voit un auteur ou une autrice déployer son œuvre titre après titre, c'est quand vraiment la personne se fixe des sortes de défis d'écriture, d'aller vers d'autres sujets, et voilà. Et en fait, elle reste profondément elle-même. Et je pense que ce dont Gilles parlait là, l'intérêt sur les histoires, c'est-à-dire les gens qui se racontent des histoires pour vivre, pour survivre, pour même avoir de l'espoir, c'est quelque chose qui est présent dans tous ces textes, dès Une bouche sans personne, en fait. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que dans ces premiers romans, il y a cette idée que les gens se racontent des histoires pour donner du sens à ce qu'ils vivent, et voilà. Mais ce qui est intéressant, particulièrement dans Le Soldat, c'est qu'en fait, c'est la première fois où Gilles se retrouve dans une situation où ce qu'il est en train de raconter a vraiment eu lieu. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale est quelque chose de tellement terrifiant à l'époque, et a un tel effet de sidération que ce qu'on appellerait, nous, des sortes de légendes urbaines, ça prolifère. Les gens ont plein d'histoires complètement folles à raconter parce que c'est quelque chose c'est un mécanisme psychique qui les aide à survivre, hein. Et en fait, parfois, on a des lecteurs, lectrices qui nous disent: ah là là, mais Gilles, il a inventé tellement d'histoires pour ce roman. Et en fait, la plupart des histoires racontées dans ce roman sont des histoires qui ont vraiment existé,
et où Gilles, d'une certaine façon, les a collectées, les transmet, mais ne les invente pas, sauf pour certaines. Voilà. De toute façon, en gros, c'est les histoires que je n'ai pas inventées, j'ai laissé les vrais noms. Mm. Voilà, enfin, après, ce ne sont pas forcément des gens qui sont très connus, mais justement, Blanche Maupas, c'était important pour moi de lui laisser son vrai nom. L'histoire du soldat inconnu vivant, donc Anthem Mangin, c'était important de lui laisser son nom. Il y a un médecin aussi qui s'appelle Adolphe Menu, qui a vraiment existé. Herduin a vraiment existé. Donc voilà, on croise, c'est un peu le boulot de l'écrivain aussi, c'est d'essayer de mélanger le vrai du faux et de mentir juste ce qu'il faut pour se rapprocher de la vérité. Moi, je pense qu'on parlait de la difficulté quand on a fait des études d'histoire d'écrire un livre parce qu'on sait, un roman sur une période historique parce qu'on sait qu'on est dans le mensonge, mais c'est peut-être, je me suis rendu compte que pour raconter bien cette histoire, il fallait mentir, que pour raconter la Première Guerre mondiale, c'est tellement terrible ce qui s'est passé qu'on est obligé d'inventer et de trouver, de se faufiler à travers l'histoire pour pouvoir la raconter à hauteur d'homme. Et je précise aussi que, et c'était une demande de Gilles, mais c'était une demande extrêmement judicieuse, c'est que on est allé chercher assez vite des historiens spécialistes de la Première Guerre mondiale, et on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y a un grand renouveau des études sur la Première Guerre mondiale depuis quelques années, qui a été poussé en grande partie par les commémorations, et on est tombé sur une jeune universitaire très réputée, qui est devenue un peu une des voix de référence, qui a donc eu l'occasion de lire le texte, de l'aimer, de repérer à quel point Gilles, en fait, a beaucoup écouté des émissions radio, des documents qui ont été rendus accessibles ou qui ont été davantage diffusés lors des commémorations entre 2014 et 2018. Et donc, enfin voilà, il était très impressionné par le texte, et donc on a eu une sorte d'imprimatur. Mais ce qui est intéressant dans les échanges que j'ai eus avec elle et en lisant un peu son travail à elle, c'est de voir que d'une certaine façon, la difficulté, c'est que nous, quand on pense à la Première Guerre mondiale, on arrive avec un imaginaire qui est très structuré, mais d'une certaine façon, donc il faut qu'on arrive à se déprendre de cet imaginaire structuré, mais il faut voir que ce qui est encore plus difficile, c'était pour les générations d'avant, elles étaient plus proches que nous dans le temps de la Première Guerre mondiale, mais elles étaient tellement engagées dedans qu'elles pouvaient être encore plus loin de la vérité que nous. D'une certaine façon, nous, la perspective nous permet parfois de nous rapprocher de certaines choses. Voilà. Et encore, il y aura encore plein de choses à faire sur la Première Guerre mondiale, puisque vous l'ignorez peut-être, les archives militaires en France, on peut parfois les sceller pour des durées très très longues, et il y a une partie des archives militaires françaises, et notamment par exemple les archives diplomatiques de la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas intégralement disponibles. Et donc on aura encore des surprises d'ici quelques années sur cet événement, enfin sur cet événement. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles et David en particulier. J'ai trouvé que certains passages, alors je suis en cours de lecture, hein, mais j'ai trouvé que certains passages de votre roman, Gilles, étaient très cinématographiques, et particulièrement une scène qui m'a marquée, c'est lorsque Émile et Lucie, oui, Émile et Lucie s'échangent des lettres, se retrouvent chaque été, etc. Enfin, je trouvais cette scène très, très belle. Enfin, ces scènes, finalement, successives. J'imaginais ça en images, vraiment, hein, comme au cinéma, avec les ellipses voilà, qui allaient avec. Alors, je voulais savoir, en fait, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous travaillez un peu aussi comme ça, sous forme, je ne sais pas, de storyboard, quelque chose qui ressemble à ça? Et est-ce que vous avez eu recours à des références cinématographiques pour écrire votre livre, sachant que David a déjà cité la ligne rouge dans le chat, voilà, pendant que j'attendais pour poser ma question, donc ça tombait bien. Voilà. Alors, sur les films, moi, j'ai regardé pas mal de films qui ont été faits. Il y a notamment deux Taverniers qui sont vraiment très très bons. Capitaine Conan et celui d'avant avec Noiret.
La vie et rien d'autre. La vie et rien d'autre, voilà. Donc, il y a quand même une vraie filmographie. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai regardé beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale, parce que j'ai même regardé comment il s'appelle, un Wonder Woman, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des scènes qui se passaient pendant la Première Guerre mondiale. Donc, même quand j'avais les enfants, j'ai regardé aussi Cheval de guerre de Spielberg, pour essayer pour imposer un peu la guerre de manière plus, plus sous forme d'aventure quand j'avais les enfants. Enfin bon, bref. Donc, oui, le cinéma a fait partie. Alors, évidemment, parce que je ne me suis pas autorisé en littérature, je n'ai pas lu de romans contemporains sur la Première Guerre mondiale, enfin, de romans de nos jours. Mais en cinéma, je me le suis beaucoup plus autorisé. Mais aussi, je penserais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Sur la manière de travailler, je pense... Enfin, non, je n'ai pas fait de storyboard, je ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est vrai que je peux, peut-être mentalement, je fonctionne un petit peu de cette manière. On en parlait tout à l'heure, mes inspirations sont littéraires, sont des inspirations de lieux, des inspirations géographiques. Et, et je ne sais pas trop comment tout ça fonctionne, comment est-ce que l'histoire, elle se façonne. Et c'est pas impossible que ces scènes soient arrivées de cette manière-là. C'est compliqué d'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'on les fait comme ça. C'est parce que justement les ellipses à ce moment-là, elles sont nécessaires pour faire avancer l'histoire. Parce que j'avais envie de raconter ce rendez-vous annuel. Ils se retrouvent une fois par an et en fait, pour eux, le temps se résume à ces quelques semaines qui passent ensemble. Le reste de l'année est interminable, n'existe pas, n'a pas d'utilité. Ils ne font que attendre ces quelques semaines. Donc le temps s'est compressé comme ça, et donc c'est peut-être pour ça que ces pages se retrouvent resserrées à ces moments-là, quoi. Karine, je ne sais pas si Gilles a... Oui, non, c'est à toi. C'est bon, tu avais toujours la main levée, c'est bon. Autant pour moi. Gilles qui Ne fait rigole pas, j'ai trouvé mon micro. Vas-y. Bon, bonjour à tous, bonjour David, bonjour Gilles. Finalement, ma question, elle va un petit peu dans le prolongement de la question de Sandra. Dans ce roman particulièrement, j'ai eu beaucoup d'images, mais d'images de peinture, d'images, de dessins comme ça qui se sont imposées à moi. Et je n'ai pas eu la chance d'aller à ta lecture musicale, mais j'ai vu, grâce à certaines photos, que tu avais invité sur scène un peintre. Et donc, je voulais savoir si, dans ton écriture, et notamment dans celui-là, la couleur, la peinture avait joué un rôle dans ta façon d'écrire. Alors, la couleur est toujours très importante dans mes livres, même si on ne la voit pas. Moi, chacun de mes livres, il y a souvent des ambiances très, très, très colorées, en fait. Je ne saurais pas expliquer d'où ça vient, je ne sais pas même pourquoi est-ce que finalement on le retrouve. Enfin là, donc ça me fait plaisir qu'on le retrouve dans celui-là. Alors, c'est vrai que sur la Première Guerre mondiale, il y a quelques toiles qui existent qui sont très impressionnantes. Et que la peinture fait partie de mes grandes inspirations. Moi, c'est vrai qu'on demande toujours aux écrivains quelles sont leurs influences, et on est censé, ou on attend de nous qu'on cite uniquement des écrivains, mais la musique et la peinture, le cinéma font partie des choses qui nous influencent, enfin en tout cas moi qui m'influence énormément, et c'est vrai que la peinture est quelque chose qui m'a toujours plu, et notamment, alors c'est assez marrant, enfin c'est marrant, je sais pas si non, il y a des choses plus marrantes dans la vie, mais c'est la coïncidence intéressante, c'est que j'ai toujours été assez touché par la peinture des années 20 et 30, parce que c'est un renouveau. La peinture classique me touche beaucoup moins, et c'est vrai que toute cette révolution picturale de l'entre-deux-guerres m'a toujours intéressé sans que je sache vraiment l'expliquer pourquoi, et peut-être que cette guerre-là, cette libération, cet apocalypse vécu, mis sous le tapis, avec laquelle on a essayé de vivre, ça fait partie, je pense, des explications, ces moments où on a touché
ce qu'il y avait de plus noir dans l'humain, qu'on a essayé de se réinventer, de réinventer la manière de peindre et la manière de parler, de raconter le monde. Donc oui, la peinture, moi ça fait partie de mes frustrations. Moi, je sais pas dessiner, donc j'adorerais savoir dessiner, savoir peindre. Mais souvent, ça m'arrive de peindre dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai des tableaux, vu que j'ai pas les moyens, pas le talent pour peindre, ça m'arrive de faire des tableaux dans ma tête. J'en ai fait un très beau récemment, d'ailleurs. Pendant que David nous égrène une petite anecdote de l'armée. C'est aussi un roman, à un moment donné, il y a un passage sur la honte de manger, d'aller au restaurant pendant qu'il y a une guerre. C'est un passage important, je trouve, où un personnage a honte de rire, par exemple, pendant que d'autres sont dans les tranchées, qui nous questionne aussi sur notre culpabilité, ou sur, en tout cas, je pense notamment au roman d'Alexandra Koselleck qui en parlait aussi sur cette pudeur, la pudeur que vous avez tous les deux, que vous mettez dans vos romans, qui se ressemblent malgré la différence des sujets. Vos romans se ressemblent dans la façon dont vous l'abordez, dont vous abordez l'histoire, dont vous abordez cette pudeur-là que vous avez dans vos mots sur des périodes difficiles. Est-ce que c'était aussi un message sur ce passage-là, notamment sur cette honte? Est-ce que vous vous sentez coupable aussi, vous, Gilles, en tant que citoyen, citoyen chanceux de ne pas avoir vécu une guerre? Est-ce que c'est aussi un moyen de se déculpabiliser? Non, Pas du tout. non, je me sens coupable. Je pense qu'on est tous coupables, hein, de vivre dans un monde où il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui se noient en voulant fuir la guerre. Mais je ne me sens pas coupable de ne pas avoir participé à une guerre. Je me sens coupable de ne pas aider davantage ceux qui la fuient à la limite, mais pas de ne pas avoir participé à une guerre. Enfin, je ne sais pas comment le dire plus simplement, mais ouais, non, je ne sais pas comment le dire plus simplement que ça. J'ai pas de. C'est pas une culpabilité, mais je me sens chanceux. En fait, je me sens chanceux. Je me sens pas coupable de ne pas. Je me sens chanceux de. Ouais, c'est peut-être plus dans ce sens-là. Et quelles que soient les épreuves que je vais être amené à traverser dans ma vie, je sais qu'elles seront a priori beaucoup moins terribles que celles qu'affrontent beaucoup de gens aujourd'hui en Europe ou sur le continent africain ou dans beaucoup d'endroits dans le monde. Quelque chose que j'ai apprécié particulièrement quand... moi, ce passage aussi m'a parlé parce que en psychologie, on va parler de survivor's guilt, c'est-à-dire la culpabilité des survivants, mais que ça rend intelligible quelque chose qui est parfois dur à comprendre, c'est comment des nations qui sont des nations civilisées basculent dans la guerre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout le monde a envie de faire la guerre, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose de la culpabilité de se dire si d'autres meurent est très très difficile. Le pacifisme devient quelque chose d'excessivement difficile en période de guerre. J'ai pas promis que j'allais dire quelque chose d'intelligent, hein, mais voilà. Mais tout à l'heure, je parlais des Thibaut de Roger Martin Dugard, qui a un grand roman pacifiste qui montre bien l'extrême difficulté du pacifisme dans la mesure où vous avez peut-être une partie de la population qui veut faire la guerre, mais le reste de la population ne fait la guerre que parce que leur camarade fait la guerre. Donc il y a une dimension collective de... Collective et aveugle, parfois. Oui, c'est ça, de culpabilité, d'aveuglement, d'impasse, qui fait que c'est comme ce que disait Alain, il disait le criminel, c'est pas celui qui fait la guerre, c'est celui qui tous les matins reprend les armes pour continuer la guerre, en fait. Mais c'est quelque chose, enfin, en plus, ce qui est fascinant avec cette période-là, c'est que il y a deux choses qui, d'un point de vue littéraire, sur la Première Guerre mondiale, c'est que la Première Guerre mondiale a tué énormément d'écrivains. Donc, il y a des courants littéraires qui ont disparu. Alain Fournier est mort.
la magie qu'il y avait dans ce type de roman a disparu. Il n'y a pas eu de continuation. Et à l'inverse, c'est devenu un événement littéraire. Les Britanniques et les Américains parlent des poètes de guerre. Nous, on a plus des romanciers de cette période-là, mais en fait, c'est des romanciers qui vont structurer l'imaginaire de cette époque. Et souvent, c'est parce qu'en fait, ils cherchent, ils se sentent coupables d'avoir survécu. Ils essayent de redonner la vie à certains de leurs camarades qui sont morts au combat. Et parfois, ils essayent de comprendre. Et c'est voilà. C'est vraiment une grande chance d'avoir pu travailler sur ce livre, parce que pour moi, ça a été l'occasion de lire des tonnes de textes, de romans, d'en découvrir. Alors, par un concours de circonstances, j'ai lu, mais c'était avant que Gilles me dise qu'il allait écrire sur la Première Guerre mondiale. J'ai lu un roman qui est pourtant un roman très connu, mais que je ne connaissais pas, et que j'ai trouvé complètement fantastique, qui est Le Sang Noir de Louis Guyot. Alors, si vous l'avez pas lu, ça se trouve en folio, et c'est très, très, très étonnant, et c'est assez fantastique. Et c'est sur la Première Guerre mondiale aussi. On note tes conseils, David, toujours. Nicolas, c'est à toi. Oui, David vient de parler de l'importance de l'histoire, que finalement on est la première génération à devoir se réapproprier. On doit la réinterpréter, on doit vraiment l'imaginer à nouveau quelque part. Et tu as beaucoup parlé de la documentation qu'il t'a fallu accumuler, de cette espèce de plongée méthodique, mais presque au sens de l'acteur studio dans l'histoire, quoi. Et à quel moment tu as ressenti que tout ce matériau, tout ce que tu avais accumulé comme documentation, enfin comme mémoire et comme responsabilité, se transformait en fiction? Quand est-ce que ça a commencé à faire sens dans ta tête? Alors, je ne saurais pas le dire très précisément, parce que c'est vraiment venu peut-être quand j'ai sauté dans le vide et que je me suis dit, tiens, j'ai un parachute. Il y a un moment où j'en ai ressenti le besoin. Souvent, dans mes romans, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, j'accumule, je rentre dans l'histoire, justement, dans les couleurs, dans les ambiances que j'ai envie de décrire. Et à un moment, je me dis qu'il faut y aller. Et c'est à ce moment-là où j'essaie de m'extirper de toute cette matière. J'essaie de prendre du recul et de voir comment je vais raconter cette histoire. Mais pour répondre précisément, c'est peut-être quand j'ai entendu beaucoup de voix, enfin, ça fait mystique de dire ça, mais justement on parlait des podcasts, parce que quand j'ai entendu beaucoup de voix dans des émissions, que ces voix sont devenues, mes personnages ont commencé à s'incarner, et que j'ai su à un moment que je pouvais, j'avais mon personnage, qui est mon narrateur, qui est peut-être le personnage le plus flou du livre, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas ses origines, on sait pas s'il vient on sait qu'il vient d'un milieu a priori pas trop populaire, mais pas d'un milieu, il vient pas de la haute non plus, mais il a un peu d'éducation, il lit des livres. Donc quand j'ai su que j'avais sa voix, je pense que c'est là que j'ai su que je pouvais commencer l'histoire. C'était l'occasion aussi de parler de l'apport des Amérindiens qui étaient là aussi. Alors je ne savais pas qu'ils avaient autant participé, mais qu'on méprisait juste avant. Et ça, c'est quand même très historiquement français, d'amener des populations de l'extérieur. Alors ça, c'était les Américains et les Amérindiens, c'était qui n'avaient pas de citoyenneté américaine, ou britannique, et donc ils sont venus prêter main forte, mais il y a beaucoup aussi de Chinois. Alors les Chinois qui participaient pas au combat parce qu'on jugeait qu'ils n'étaient pas dignes de le faire, et qui étaient plus, ils faisaient des travaux de terrassement, ils ont beaucoup participé. Il y a eu des grosses campagnes de recrutement en Chine. Certaines familles de Chinois sont restées d'ailleurs en France. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça, qui sont très intéressantes, dont je ne me suis finalement pas servi. Sur les Amérindiens, c'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup, notamment des Code Talkers, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a commencé dès la Première Guerre mondiale, justement parce qu'ils parlaient une langue dont aucune des racines était
commune avec une langue européenne, et donc qui permettait de faire passer des messages dans leur propre langue, des messages qui n'étaient pas décryptables par les Allemands, par les Anglais, par les Italiens, par qui que ce soit. Mais il y a un roman, je crois que c'est Le Chemin des âmes, qui a été publié il y a quelques années, qui raconte une histoire sur les Amérindiens pendant la Première Guerre mondiale, qui est un superbe roman. Très bien. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gilles et bonsoir David. Alors moi, j'ai pas encore lu votre roman, mais Anthony m'a dit qu'il était brillant, donc j'ai très envie de le lire. Par contre, j'ai vu qu'il faisait que 200 pages. Alors comment on fait pour condenser autant l'histoire avec un grand H, surtout que si on en croit David, il y a un sous-texte énorme parce que vous avez sans doute plein de connaissances sur cette période-là. Donc comment vous avez fait pour condenser et garder finalement l'essentiel de ce que vous vouliez raconter, d'une façon finalement assez resserrée. C'est ça aussi qui est brillant. Ça aussi. Alors, merci. C'était une idée, une vraie volonté dès le début, hein, que ce soit un livre court. J'avais envie que ce soit vraiment comme un monologue de théâtre, un livre qu'on pourrait lire en une soirée ou en une nuit. Comment j'ai fait? En me mettant le plus possible au service de l'histoire, tout simplement. Ce que je disais, par exemple, ce que j'ai lu sur l'arrivée des Chinois en France, sur les lieux de combat, je m'en suis pas servi. J'ai lu beaucoup d'histoires dingues, beaucoup d'histoires qui avaient des vraies forces romanesques, dont je me suis pas servi. Donc c'est souvent en renonçant au service de l'histoire, quand j'ai accepté l'idée de ne pas raconter toutes ces choses incroyables que j'avais lues, que le cœur du roman s'est mis en place, parce que j'avais cette voix du narrateur qui racontait l'histoire, c'est comme dans un souffle. Donc je pense que c'est vraiment cette idée de monologue de théâtre qui a porté l'histoire comme ça. Quand on raconte une histoire, parfois on fait des digressions, mais quand vraiment on est obsédé par cette histoire qu'on a envie de raconter, on s'y tient, et de temps en temps on regarde ce qui se passe sur les côtés pour expliquer pourquoi, comment on en arrive là, comment ces deux personnes qui se sont aimées et qui ont traversé la guerre, et qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai remonté la trace d'eux, comment j'ai rencontré grâce à lui, et tout le reste en fait s'imbrique comme ça, assez, je ne sais pas si c'est naturellement, mais vraiment en pensant, et parce que il est très oral, ce livre, beaucoup plus que mes romans précédents, parce que c'est quelqu'un qui raconte des témoignages. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs langues, hein, ce qu'on disait au début de l'entretien. Et voilà, mais c'est vrai que c'était compliqué, hein, de tout resserrer, mais je pense qu'il fallait accepter de ne faire qu'effleurer certaines questions, et il fallait accepter de ne pas parler d'autres choses qui auraient été passionnantes, mais qui auraient leur place dans un autre livre. Je précise que pour moi, ce que tu viens de dire, Gilles, c'est exactement la raison pour laquelle ce n'est pas un roman historique et que c'est un roman de littérature générale. C'est-à-dire que le moteur de l'histoire n'est pas l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est les personnages, en fait. Et c'est leur lien. C'est pas l'histoire avec un grand H, c'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est le propre du roman historique, c'est quand il y a des trucs qui passent sur le côté, c'est de parfois bifurquer, y aller, quoi. Alors qu'en fait, dans un roman de littérature générale qui a un arrière-fond historique, c'est de ne pas bifurquer, en fait. Et voilà, ça ne veut pas dire que j'aime pas les romans historiques, c'est très bien, mais c'est un autre régime de texte, en fait. Ouais. Vous confirmez, Gilles? Oui. Ouais, je suis toujours d'accord avec David, c'est lui qui a tout voir. Lui qui t'édite, surtout. On fait une petite photo de groupe? Ouais, tu voulais que je lise un autre passage ou... Après, bien sûr, oui, bien sûr. On finira avec ça. 3, 2, 1. Parfait. À la place du livre, Karine a sorti un cœur. C'est bon. J'avais une question avant que tu nous lises un autre passage, c'est sur la poésie, puisque tu as ça en toi, et certains écrivains font des haïkus, des poèmes avant d'écrire un chapitre. Est-ce que c'est une possibilité pour toi? Est-ce que tu as déjà fait ce genre de choses pour, entre guillemets, résumer le chapitre que tu vas écrire, ou en tout cas
en donner corps. Moi, je fais ça sur mes brouillons. Moi, je mets un titre, mais c'est de manière à pouvoir les retrouver plus facilement. Mais c'est souvent une phrase ou un bout. Par exemple, j'ai un chapitre sur La fille de la lune ou Enfance d'Émile. C'est souvent une petite phrase, mais c'est vrai qu'après, je les enlève. J'avais fait sur une déversion d'une bouche sans personne. J'avais fait ça, puis j'avais supprimé, ça commençait par le chapitre 1, après il y avait le 2, le 3, et après ça devenait un petit peu, il y avait le chapitre 4,5, il y avait le chapitre inutile, il y avait le chapitre intéressant, le chapitre un peu moins intéressant. Et puis après, je me suis rendu compte que ça... C'est pas que ça dévalorisait, mais c'était très gadget en fait. Donc je ne l'ai pas fait. Maintenant, je me contente de les numéroter à la fin. Mais d'ailleurs, sur l'avant, enfin, je crois qu'on s'en est rendu compte, il y avait 2 chapitres 14 ou 2 chapitres. Enfin, vu que je les numérote de manière assez artificielle. C'est-à-dire, je mets des numéros, je remplace les titres de chapitres par des numéros. Et donc, pour la poésie, c'est vrai que c'est le livre dans lequel il y en a le plus parce que le personnage est poète et que c'était un vrai gros plaisir d'écriture. Et surtout, écrire en alexandrin, il y a quelques pages qui sont écrites en alexandrin vers la fin du livre. Et ça a été un vrai énorme plaisir d'écriture. Et pour le lecteur également. Alors, on va évidemment donc avoir un droit à un second extrait lu par Gilles, et donc en exclusivité qui sera donc dans le livre audio bientôt. Alors là, je vais peut-être prendre la guitare pour celui-là, hein, juste pour accompagner très légèrement. Avec un immense plaisir. Alors, c'est pas la guitare dont je me sers habituellement pour. Je vais voir évidemment, je suis un peu serré. Je vais quand même regarder si je suis accordé. Bon, ça fera l'affaire. Alors, souvent, la guitare, je ne sais pas si ça passe bien ou si c'est... Ça passe plutôt bien, là. Ça passe plutôt bien? Ouais. Je vérifie juste quand même que je ne sois pas trop mal accordé. Même si... Je ne vais pas chanter, hein, mais... C'est ça, je sens bien que je n'étais pas... David, si tu veux meubler, hein, Le soldat est accordé. Mais c'est ça, tu devrais faire exprès de jouer sur une guitare complètement désaccordée. Ok, ça va la faire. Allez. N'allez pas croire. Émile Joplin n'était pas un cas unique. L'amour occupait bon nombre de conversations. On avait beau être patriote, on comprenait de moins en moins le sens de cette guerre. Moi, le premier, au début, j'y suis allé pour la France, pour l'Alsace et la Lorraine, pour la terre de mes ancêtres, contre la sauvagerie des Boches qui violaient nos filles, nos compagnes. Par la suite, j'y suis allé pour les copains, parce qu'on s'était battus ensemble, qu'on avait eu peur ensemble, qu'on avait ri et pleuré ensemble. On avait eu les mêmes poux, les mêmes frousses, les mêmes paniques. On était une famille dont un membre tombait toutes les heures. Alors fallait protéger les autres, à tout prix. C'est ce qui nous maintenait debout, être ensemble, se protéger et puis se reposer. Quand on était à l'arrière, on essayait d'oublier nos morts. On cherchait une table. Rien qu'une table. C'en était devenu une obsession. Ne plus manger sur nos genoux, mais avoir une vraie table. La plupart du temps, une planche ou une porte dégondée faisait l'affaire. Tout de même, toute une escouade autour d'une table. Ça avait des allures de civilisation.
raconter nos jeunesses perdues, nos permissions ratées, les marraines, les femmes, les fiancés, les projets. On chantait aussi. La Madelon venait nous servir à boire. Et on buvait. Et on buvait. Et on buvait encore. On buvait à s'en faire péter la panse, à en oublier d'être malheureux, à en oublier nos vraies familles, à en oublier de respirer. On piétinait nos ombres, on mollissait les embusqués, et on chantait, et on buvait, et on oubliait. On oubliait que ça allait répéter de partout, qu'on allait partir à 100 et revenir à 30, qu'on allait tuer, qu'on allait mourir, qu'on allait laisser un ami dans le no man's land et l'entendre gémir la nuit entière. Et on chantait, et on buvait, et on chantait, et on buvait. Et on oubliait que l'un d'entre nous allait peut-être se dévouer pour abréger les souffrances de notre ami d'un coup de lebel, même si on n'avait pas le droit, même si on risquait gros. Les amis, ça supplie d'abord de venir les chercher et quand ça comprend, ça supplie d'abréger. Et nous, plongés dans la terre comme des cafards, on espère juste que ça sera quelqu'un d'autre qui aura le courage d'abréger. Personne ne veut tuer un ami, même quand il supplie. Alors on buvait et on chantait. Dès qu'on en avait l'occasion, on buvait et on chantait. Bravo. Merci Gilles. Merci, merci infiniment pour ce moment. Merveilleux, merveilleux. Bon, vous avez vu, hein, évidemment, la langue, tout, c'est à la limite entre le slam, la musique, la littérature. J'ai l'impression que tous les arts sont réunis. C'est assez impressionnant, lu, et je regretterais limite d'avoir lu le livre avant de vous avoir écouté. Parce qu'on aimerait bien avoir un Gilles Marchand de poche, justement, pour que vous puissiez nous faire cette lecture-là à chaque fois, à chacun de vos romans. C'est assez impressionnant. C'est la première fois que je vous entends de manière musicale sur un roman, et c'est fou à quel point c'est flagrant que votre écriture se mêle parfaitement à la guitare et aux accords. C'est assez impressionnant. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment à tous. Gilles, évidemment, David, qu'on aime tant dans cette émission. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, lisez Le Soldat désaccordé, puisque vous l'avez entendu, vous l'avez lu, écouté, entendu, lisez-le. C'est quelque chose d'assez fort dans une période qu'on lit régulièrement, mais dont on parle très peu finalement. Donc, merci infiniment à tous les deux. À très vite, je l'espère. Et l'année prochaine lecture musicale est quand d'ailleurs, Gilles? J'en fais une à Roussillon, au sud de Lyon, le 12 décembre. Ensuite, on va la jouer à Troyes, mais c'est pour des scolaires. On la joue à Vannes en janvier ou février. Je regarde en même temps sur mon agenda. C'est comme ça. De toute façon, je mets tout sur Instagram en général. Et on va la faire dans une médiathèque dans le 17e aussi au mois de janvier. Voilà. Donc, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de la refaire à Paris. J'aimerais bien avoir de nouveau pouvoir la faire dans une vraie salle. On a joué à l'Étoile du Nord, qui est un très chouette théâtre du 18e la semaine dernière, et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion, pas à l'Étoile du Nord, mais de le faire dans une autre salle à Paris, ça serait chouette. On espère pour vous et pour les Forges. Merci à tous, David. Salut David. Merci beaucoup.
Merci à pour votre vous. écoute. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut tout le monde.